Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre webinaire des comités Nord-Pas-de-Calais et Picard. On vous remercie d'être présents si nombreux ce matin. Donc, je suis Laurie Perrault, je suis sous-directrice en charge de la santé au travail à la CARSAT des Hauts-de-France et je suis animatrice du comité NET Nord-Pas-de-Calais. Cet événement est organisé conjointement avec les comités Nord-Pas-de-Calais et Picard et à ce titre, je suis accompagnée par l'animatrice régionale de Picardie, Nathalie Ribeiro-Risquez. Sont également présents avec nous aujourd'hui Delphine Bizio au titre de l'assurance maladie qui présentera le dépôt de justificatif d'indemnité journalière via le compte entreprise. Nous aurons également Valentine Deré qui représente la CARSAT des Hauts-de-France et qui traitera des informations concernant le compte ATMP, accident du travail et maladie professionnelle, et le CRM ATMP. Et puis nous terminerons avec l'URSSAF et donc Pierre-Emmanuel Delandre et Élodie Cram qui nous présenteront le recouvrement des cotisations des clercs et employés de notaires, la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, et enfin les CRM normalisés. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Didier Q du GIP MDS. Et donc, je vais laisser se présenter Nathalie Ribeiro qui vous apportera aussi toutes les précisions utiles au bon déroulement de notre événement. Merci Laurie, bonjour à tous et du coup je renouvelle les remerciements pour votre participation aujourd'hui. Donc juste des petites astuces pratico-pratiques bien évidemment sur le déroulé de ce webinaire. Nous répondrons en direct à vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet dédié à cet effet. Donc vous avez un petit onglet questions tout en bas à droite de votre écran. Des réponses complémentaires seront aussi apportées après le webinaire par le biais d'une foire aux questions que l'on mettra à disposition. En même temps que le replay de ce webinaire, parce que celui-ci est enregistré. Vous pouvez aussi télécharger le support qui vous est présenté dans le petit icône aussi en bas à droite de votre écran qui s'appelle APPS. En cliquant dessus, vous aurez la possibilité de partager et de récupérer le fichier. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Delphine qui va vous présenter les nouveautés de l'assurance maladie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci à tous. Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Delphine Bizio, conseillère employeur à la CPM du Hainaut. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel outil qui va vous permettre de déposer vos justificatifs d'indemnité journalière. Ce nouvel outil s'appelle Dépôt PJ via le compte entreprise et se trouve sur le portail Net Entreprise. Quand on parle de justificatif, ça peut être un bulletin d'hospitalisation, un acte de naissance pour le congé paternité ou encore des bulletins de salaire qui vous seraient réclamés par les services prestations. Alors, ce nouveau téléservice sur le portail Net Entreprise, pour l'ajouter, vous devez être administrateur. En tant qu'administrateur, vous allez aller dans votre espace personnalisé, dans l'espace entreprise et vous allez dans gestion pour ajouter ce nouveau téléservice, cette nouvelle déclaration qui s'appelle compte entreprise. Dans un deuxième temps, vous irez vérifier les habilitations pour habiliter l'ensemble de vos gestionnaires. Si vous n'avez pas le profil administrateur, mais que vous avez un profil déclarant, à ce moment-là, vous devez vous rapprocher de votre administrateur pour qu'il puisse vous donner l'accès et vous habiliter. Si vous avez besoin d'aide pour l'inscription à ce nouvel outil, vous avez la possibilité d'appeler Net Entreprise au 0820 000 516 ou vous rapprocher des conseillers employeurs de vos CEPAM. Alors, lorsque vous allez être amené à nous envoyer des documents, des justificatifs, donc vous allez aller dans compte entreprise, dépôt PJ, et là, vous allez créer un dossier. Dans un premier temps, vous allez aller chercher votre numéro de SIRET. Si vous en avez plusieurs, votre établissement sera identifié. Vous allez aller saisir le numéro d'assuré social
de votre salarié et son nom et prénom va se générer automatiquement. Ensuite, vous allez, alors son nom et prénom va se générer automatiquement, ainsi que sa caisse d'appartenance, sa caisse gestionnaire. Plus besoin de connaître, de savoir de où dépend votre salarié en fonction de son lieu d'habitation. Donc ça, c'est un gros avantage. Cet outil remplace également les boîtes mail DSNPJ qui vont être amenées, à être, supprimées prochainement. Lorsque vous allez, donc, heu, remplir votre dossier, vous allez indiquer la nature de l'absence. S'il s'agit d'une absence en rapport avec un accident de travail, un arrêt maladie ou encore un congé paternité. On va vous demander de venir indiquer la date de dernier jour de travail, le DJT, ainsi que l'origine de l'attestation. Est-ce que vous envoyez ces documents en parallèle avec une DSN ou alors une attestation complétée sur Net Entreprise? Et vous allez indiquer le motif du dépôt. Donc voilà pour la création du dossier. Pour télécharger vos documents, c'est très simple. C'est comme lorsque vous envoyez une pièce jointe par mail. Vous allez chercher vos fichiers, les documents, les justificatifs dans vos fichiers. Le tout, c'est que le format soit en format PDF et que l'ensemble de vos justificatifs ne dépasse pas 5 mégaoctets. Donc là, une fois ajouté, l'envoi des pièces peut se faire. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer les pièces. Vous avez la possibilité également de les sauvegarder avant l'envoi et de les compléter si besoin. Et l'ensemble des pièces que vous nous aurez envoyées, vous aurez toujours accès à un historique. Et voilà, en quelques clics, c'est déjà fini. Donc l'avantage de ce nouveau téléservice, c'est que c'est un envoi direct à la caisse gestionnaire. C'est un envoi sécurisé, simple et qui va simplifier vos démarches. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec ce nouvel outil, vous allez également pouvoir suivre le dépôt de vos fichiers, de ce que vous nous avez télétransmis. Mais attention, ce téléservice est uniquement réservé à l'envoi de vos justificatifs. Vous n'aurez pas de retour de traitement des services prestations. De votre côté, une fois que vous avez envoyé les pièces, vous savez qu'elles sont arrivées dans la caisse gestionnaire de votre salarié. Vous aurez la possibilité éventuellement de faire des filtres pour la recherche dans vos historiques et de compléter les documents que vous avez déjà transmis. Pour aller, pour aller plus loin, quelques points de vigilance à avoir. Alors, lorsque vous allez saisir votre numéro d'assuré social de votre salarié, assurez-vous qu'il soit bien tapé, sachant que le nom et prénom, je vous ai dit en intro, va se générer automatiquement, ainsi que sa case gestionnaire. Assurez-vous que la date de dernier jour de travail soit également bien renseignée. Le DJT, attention, il doit être inférieur ou égal à la date du jour. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer les documents par anticipation. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer de doublons. C'est-à-dire que si vous avez déjà créé un dossier, donc vous avez déjà un dossier existant pour un arrêt maladie ou un accident de travail, vous avez la possibilité de le compléter. Vous complétez un dossier déjà existant, mais vous ne pouvez pas en créer un identique, c'est-à-dire avec le même salarié, le même DJT, donc la même date de dernier jour de travail, ou encore le même risque. L'intérêt, c'est que l'ensemble des pièces arrivent au même endroit pour un même dossier. Ensuite, quelques points de vigilance également au niveau technique. Si vous avez des problèmes d'accès au site, à ce moment-là, vous conservez vos pièces et vous revenez plus tard pour la connexion à Net Entreprise. Concernant le téléchargement des pièces, lorsque vous allez transmettre vos documents,
le bouton « Envoyer » est grisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas bien sélectionné vos documents. Une fois que les documents sont bien téléchargés, le bouton « Envoyer » sera vert et ça vous assure le bon téléchargement des pièces. Ensuite, concernant le format, donc là, ce nouvel outil n'accepte que les formats PDF. Et l'ensemble des documents de vos PDF ne doit pas dépasser 5 mégaoctets. Voilà pour les points de vigilance. Donc, vous comprendrez que c'est un outil, un point d'entrée unique pour l'ensemble des CPEM et qui est un avantage qui va vous simplifier, vos démarches. Voilà pour ce nouvel outil et je passe la parole à Valentine pour le compte AT-MP. Merci. Bonjour, je suis Valentine de Retz, gestionnaire tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles à la CARSAT des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le compte accidents de travail et maladies professionnelles, également appelé compte AT-MP, ainsi que le compte rendu métier accidents de travail et maladies professionnelles. Donc si durant le point que j'apprête à vous faire, vous avez des questions, je prendrai le temps d'y répondre en fin de présentation. Donc, le compte rendu accident de travail et maladie professionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un service en ligne qui est proposé par l'assurance maladie. Donc, il est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à toutes les entreprises du régime général qui emploient des salariés et devant s'acquitter de la cotisation accident de travail et maladie professionnelle. C'est une plateforme conçue pour mettre à disposition de l'employeur les données de sinistralité de ces différents établissements. Donc, le compte rendu accident de travail et maladie professionnelle vous propose 6 téléservices qui vous permettent de gérer les risques professionnels de vos établissements. Donc, parmi ces téléservices, nous pouvons retrouver la possibilité de consulter le taux de cotisation notifié, que ce soit le taux annuel ou celui reçu en cours d'année en cas de modification, par exemple. Ils sont accessibles pour chaque établissement et durant 3 ans. Vous y retrouverez également le détail de leur calcul et les éléments qu'ils composent. Il vous permet également de recevoir les notifications par voie dématérialisée, ce qui est plus sûr et plus rapide. La mise à disposition du taux est notifiée aux adresses mail des personnes qui y sont habilitées. Vous trouverez également vos bilans individualisés des risques professionnels. Donc, dans ces bilans, vous allez retrouver le nombre de sinistres reconnus pour l'établissement sur les 3 dernières années toujours. Il permet de comparer vos taux de sinistralité avec ceux des établissements de même catégorie d'activité et ceux appartenant aux mêmes tranches d'effectifs. Donc, vous avez également accès à l'attestation des indicateurs de risque professionnel sans avoir à en faire la demande. Donc, cette attestation peut être nécessaire lors de réponse à des marchés publics. L'accès se fait en temps réel pour chaque établissement. Vous avez également la possibilité de consulter le barème des coûts moyens par secteur d'activité. Donc, ce barème est publié au journal officiel chaque fin d'année et il reprend le taux collectif, la catégorie de coûts moyens appliqués au 1er janvier, ainsi que les brochures pour comprendre la tarification. Et enfin, il vous est également utile pour réaliser toutes vos demandes de subventions en ligne. Donc, la liste des subventions est disponible et accessible sur le site de la CARSAT dans l'onglet financière. Je vais vous mettre le lien dans les... Alors, je vais vous mettre le lien dans les discussions à la fin de ma présentation, si jamais vous voulez, vous y référer. Donc, l'ouverture du compte est simple et rapide. Il vous suffit de vous inscrire sur notre entreprise si ce n'est pas déjà fait. Et vous y renseignerez du coup le numéro de SIRET, un nom, un prénom, un numéro de téléphone et une adresse mail valide. Puis vous sélectionnez le compte accident de travail et maladie professionnelle à partir du menu personnalisé, dans les déclarations disponibles. Donc l'ouverture de ce compte se fait dans un délai de 24 heures et un tutoriel est également disponible pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, dans un souci de confidentialité, l'employeur ne peut déléguer la création de ce compte à une personne extérieure de l'entreprise. Et une fois la création effectuée, il aura bien sûr la possibilité de désigner des personnes habilitées à la consultation.
À savoir que l'administrateur veille à l'actualisation des adresses mail. Il est donc son garant afin d'assurer la bonne distribution des éléments. Donc depuis janvier 2022, l'adhésion à la notification dématérialisée est une obligation légale et elle concerne toutes les entreprises du régime général employant du personnel. Donc afin de répondre à cette obligation, une fois le compte ATMP ouvert, il sera nécessaire de vous abonner au service de dématérialisation. Donc à savoir que cette notification a la même valeur juridique que les notifications reçues par courrier. Et le téléchargement de la notification, elle génère un accusé-réception chez nous. Ce service permet du coup une réception rapide et sécurisée afin de faire valoir vos droits. Je vais désormais faire le point sur le compte-rendu métier, accident de travail et maladie professionnelle. Alors l'entreprise accède à sa notification sous deux formats, via le compte ATMP depuis Net Entreprise, et également par mail à l'adresse renseignée lors de l'inscription sur Net Entreprise. Quant au déclarant, l'accès à la notification de taux, elle se fera par mail ou via le CRM34 sur le tableau de bord DSN. Donc pour accéder au lien que vous pouvez voir en bleu sur la diapo, je vous invite à vous rendre sur Net Entreprise et à inscrire dans le mot-clé compte rendu métier dans la barre de recherche et vous pourrez directement accéder aux prochaines diapos. Donc dans ces liens, vous trouverez un rappel d'informations qui concernent les bonnes pratiques d'application des codes risques, notamment sur le fait qu'au moment d'établir vos DSN, aucun code risque ne peut appliquer s'il n'a pas été notifié préalablement par la CARSAT. Donc cette dernière vous adresse la notification de taux à l'embauche du premier salarié dans l'établissement, puis chaque début d'année. Alors le code risque est composé de 3 chiffres et de lettres. Il correspond à l'activité principale exercée au sein de l'établissement. Vous trouverez ce taux sur la dernière notification de taux qui vous a été adressée. Et si vous n'avez pas encore reçu ce taux au moment d'établir vos DSN, vous avez la possibilité d'inscrire le code risque 999ZZ et ainsi ne rien inscrire dans la rubrique de taux de cotisation. De plus, si vous pensez que le code risque qui vous a été notifié ne correspond pas à votre activité, je vous invite à vous rapprocher de la CARSAT le plus rapidement possible à l'adresse mail que vous pourrez voir du coup en fin de présentation. Donc, durant la vie d'entreprise, le taux peut être amené à changer. Alors, par exemple, si seul le taux de cotisation change, vous devez appliquer ce changement de taux uniquement sur les cotisations ultérieures à la décision. Alors, pour imager mes propos, je vais reprendre l'exemple que vous pouvez voir sur vos écrans. La CARSAT vous a notifié un taux de cotisation à 1,7% pour le code risque 331BC à effet de janvier 2023. Si en novembre, vous receviez une notification avec une modification du taux à compter de janvier 2023, et si la période de paie de novembre était déjà clôturée, alors le déclarant devra faire évoluer ce taux uniquement sur les mois qui suivent. Les mois antérieurs seront quant à eux régularisés conformément à la documentation URSSAF en vigueur. Une autre possibilité serait que votre code risque accident de travail change, mais que le taux, quant à lui, reste identique. Il conviendra alors de déclarer ce changement. Je vais de nouveau prendre l'exemple qui est sur vos écrans. Si en janvier, la CARSAT vous notifie un code risque à 331, le code risque 331BC avec un taux à 1,7 et qu'en février, suite à un reclassement, la CARSAT vous notifie un nouveau code risque ici le 923FD, avec un taux égal au précédent, alors vous devrez déclarer la nouvelle situation dès que vous le pouvez sur la DSN, par exemple, du mois de février. Vous trouverez sur le diaporama les éléments qui permettent d'effectuer cette mise en œuvre. Et enfin, dans le cas où le code risque et le taux sont modifiés, alors comme pour la première situation, il faudra mettre à jour ces informations uniquement pour les futures cotisations. Donc, certaines cotisations bénéficient d'une réduction de taux. Vous pouvez les voir du coup dans la diaporama, elles sont listées. Et uniquement pour celles-ci, au niveau agrégé, le taux à utiliser et le taux abattu. Il ne faut alors pas tenir compte de celui qui vous a été fixé par la CARSAT. Par contre, pour ce qui est du taux nominatif, c'est bien le taux individuel transmis par la CARSAT sans les abattements qui est à renseigner.
Donc, ma présentation est désormais terminée. Je vais vous laisser la main à Pierre-Emmanuel Delandre, Élodie Cram et Anne-Camille Marlier pour la partie URSSAF. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Pierre-Emmanuel Delandre, référent en relations clients au sein de l'URSSAF de Picardie. Et donc, effectivement, pour la partie URSSAF, aujourd'hui, nous allons faire le point sur plusieurs nouveautés, à savoir le transfert des cotisations CRPCEN, donc à savoir donc, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la contribution à la formation professionnelle et principalement le solde de la taxe d'apprentissage qui était attendue pour le 5 et 15 mai 2023, et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et puis, pour terminer, donc, nous aborderons donc, les CRM normalisés qui sont consultables depuis votre tableau de bord Net Entreprise, mais également les anomalies qui remontent à travers le service suivi DSN mis à disposition sur votre espace ursaf.fr. Alors, concernant le transfert des cotisations CRPCEN qui est entré donc en vigueur depuis le 1er janvier 2023, l'URSSAF devient votre interlocuteur unique pour la déclaration et le paiement des cotisations sur salaire, des cotisations donc maladie et retraite des clercs et employés du notariat, ainsi que pour la cotisation solidarité pour l'autonomie, dite CSA. En lien avec ce transfert, deux évolutions dites réglementaires. Premièrement, l'alignement de l'assiette de cotisation CRPCEN sur celle du régime général. Et deuxièmement, l'alignement de la date de versement des salaires des cotisations CRPCEN, hors émoluments et honoraires, sur les dates de versement du droit commun, à savoir au 5 ou au 15 du mois suivant, votre périodicité. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les cotisations sur émoluments et honoraires restent, quant à elles, recouvrées par la CRPCEN dans les mêmes conditions, donc à savoir aujourd'hui, déclaration et paiement en ligne directement sur Net Entreprise. Ce qu'il faut retenir également de ce transfert de recouvrement donc des cotisations maladie et vieillesse et CSA auprès de l'URSSAF, ce mode de collecte ne change rien par rapport aux modalités de versement des prestations servies par la CRPCEN. Maladie, vieillesse, action sociale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la CRPCEN demeure toujours l'interlocuteur de vos salariés. Alors, comme on vient de le voir, ce transfert de recouvrement vise deux types de prélèvements. La partie maladie, vieillesse qui concerne tous les salariés des offices notariaux, ainsi que les apprentis ayant une rémunération supérieure à 79% du SMIC, mais également les apprentis ayant une rémunération inférieure à 79% du SMIC, dont ils bénéficient d'une exonération de la part salariale de la cotisation vieillesse. Et puis, nous avons donc la CSA, la cotisation de solidarité pour l'autonomie, qui, elle, est due par tous les employeurs qui sont redevables de la cotisation maladie CRPCEN. Alors, on retrouve les modalités déclaratives en DSN et dont les principaux codes types de personnel, à savoir le code type de personnel 164, qui comprend les cotisations maladie, vieillesse et la CSA, pour les salariés et apprentis ayant une rémunération supérieure à 79% du SMIC, et le CTP 382, qui concerne les rémunérations des apprentis ayant une rémunération inférieure à 79% du SMIC, et dont nous retrouvons sur la droite les équivalences attendues en données individuelles. Petit rappel également face à ce transfert de recouvrement en ce qui concerne la CSG-CRDS. Malgré ce transfert, la CSG-CRDS doit toujours être déclarée sous le CTP, le code type de personnel 274, qui correspond à la CSG-CRDS régime spécial. Également, en ce qui concerne les régularisations, si celles-ci portent sur une période antérieure au transfert des cotisations maladie vieillesse et CSA, donc qui est intervenu au 1er janvier 2023, la régularisation devrait être destinée à la CRPCEN, à travers notamment le bloc 22 de la DSN, portant le SIRET de la CRPCEN et non le SIRET de l'URSSAF. En cas de versement complémentaire, celui-ci devra être destiné à la CRPCEN et en cas de crédit, celui-ci ne devra pas être imputé sur la période courante destinée à l'URSSAF. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des modalités déclaratives dédiées au transfert CRPCEN consultables via Net Entreprise à travers les fiches consignes 839 et 1252, mais également à l'aide du guide complet du déclarant qui est accessible directement sur le site www.ursaf.fr.
Je vais maintenant laisser donc la parole à Élodie au sujet de la contribution à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Donc, Élodie, nous avons perdu Élodie. Alors, il y a le micro de coupé, Élodie. Oui. Voilà. Bonjour, merci Laurie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Élodie Kram, référente en relations clients au sein de l'URSSAF de Picardie. Donc un grand merci à Pierre-Emmanuel pour toutes ces précisions sur ce nouveau transfert. Nous allons maintenant parler de la contribution à la formation professionnelle et plus particulièrement de la taxe d'apprentissage. Donc pour rappel, depuis janvier 2022, l'URSSAF collecte les contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Rappelons les rôles de chaque organisme compétent sur le volet de la formation professionnelle. L'URSSAF, comme je viens de vous le dire, qui collecte les contributions et se charge ensuite de les reverser à France Compétences. L'URSSAF est également là pour vous accompagner sur vos obligations déclaratives. France Compétences, elle, pilote la formation professionnelle. Elle se charge également de répartir la collecte des contributions vers les attributaires finaux. Enfin, les OPCO, les opérateurs de compétences, se chargent de l'accompagnement à la formation professionnelle, notamment par le financement de l'apprentissage et différents financements dans le but de construire les certifications professionnelles. Alors, petit point sur le calendrier des échéances relatives aux contributions liées à la formation professionnelle. Donc, depuis janvier 2022, les employeurs du régime général déclarent mensuellement à l'URSSAF la contribution à la formation professionnelle, la contribution de financement du compte personnel de formation pour les salariés en CDD, appelé CPF-CDD, et également la part principale de la taxe d'apprentissage. Annuellement, lors de l'exigibilité du 5 ou 15 avril 2023, la contribution supplémentaire à l'apprentissage, uniquement redevable pour les entreprises ayant un effectif moyen annuel de 250 salariés et plus, et si vous êtes redevable au regard de vos effectifs alternants. Et enfin, annuellement également le solde de la taxe d'apprentissage qui était à déclarer à l'exigibilité du 5 ou 15 mai 2023. Bien évidemment, ces contributions et taxes sont déclarées via la déclaration sociale nominative. Alors, parlons maintenant de la taxe d'apprentissage. Elle est constituée de deux parties. La part principale, qui, je vous le rappelle, est déclarée mensuellement. Cette part principale vise à favoriser un accès égal à l'apprentissage pour tous. Le solde de la taxe d'apprentissage, qui est déclaré annuellement, ce solde était attendu, comme je vous l'ai dit précédemment, à l'échéance du 5 ou 15 mai 2023. Il vise à contribuer le financement d'actions permettant le développement de l'apprentissage. La taxe d'apprentissage est due pour toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Auparavant, le solde de la taxe d'apprentissage était versé directement pour les employeurs aux établissements et ou aux organismes de formation éligibles à percevoir ce solde. Désormais, le solde de la taxe d'apprentissage est déclaré et versé annuellement auprès de nos services URSSAF. Concrètement, le solde de la taxe d'apprentissage devait être déclaré sur la DSN du mois d'avril 2023, dont l'exigibilité était fixée le 5 ou 15 mai 2023. Le code type de personnel à utiliser pour déclarer le solde de la taxe d'apprentissage est le 995 avec un taux de 0,9%. À travers le dépôt DSN, le solde de la taxe d'apprentissage devait être paramétré à travers le bloc 23 correspondant aux cotisations agrégées et également à travers le bloc 82 cotisations établissement.
L'assiette de cette taxe devait correspondre au cumul des masses salariales de l'année 2022. Alors, des déductions étaient possibles. En effet, les entreprises avaient la possibilité de bénéficier de 2 déductions applicables au solde de la taxe d'apprentissage. La première, la déduction correspondant aux subventions versées en nature, c'est-à-dire sous forme d'équipement et de matériel conforme aux besoins des formations dispensées au CFA. Cette déduction devait être déclarée à travers la DSN et paramétrée dans le bloc 82 correspondant aux cotisations établissement. La valeur apportée dans ce bloc 82 était la valeur 0,77 correspondant à la réduction liée aux subventions versées au CFA. Elle devait également être paramétrée dans le bloc 23 correspondant aux cotisations agrégées et alimentée du code type de personnel 996 et porter bien évidemment le montant de la déduction exprimée en euros. La seconde déduction est la déduction de la créance alternant. Cette dernière est réservée aux entreprises de 250 salariés et plus et qui dépasse au titre de l'année précédente un seuil d'effectif de 5% des salariés en apprentissage ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche, le CIFRE. Cette déduction, créance alternance, était à déclarer à travers la DSN dans le bloc 82 correspondant aux cotisations établissement en portant la valeur 0,78 correspondant à la réduction liée à des créances alternants. Elle devait également être déclarée au bloc 23 correspondant aux cotisations agrégées via le code type de personnel 997 et porter également le montant de la déduction exprimée en euros. Donc, suite à cette déclaration du solde de la taxe d'apprentissage à l'échéance du 5 ou du 15 mai 2023, vous avez désormais la possibilité de suivre la répartition de ce solde. Depuis ce matin, la plateforme Soltea est accessible à tous les employeurs. Elle vous permettra de choisir les établissements bénéficiaires, leurs composantes et formations auxquelles vous souhaitez affecter ce solde. Vous pourrez également suivre les virements effectués par la Caisse des dépôts à l'attention des bénéficiaires. Donc, rendez-vous dès maintenant sur www.soltea.education.gouv.fr. Pour finir, des fiches consignes relatives à ces contributions et taxes sont accessibles depuis le site netentreprise.fr. Le guide du déclarant est également accessible sur le site www.ursaf.fr. Alors, parlons maintenant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Les entreprises redevables de cette contribution sont les entreprises, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et présentant un effectif supérieur à 250 salariés et plus. Les entreprises qui, au titre de l'année 2022, N-1, n'ont pas atteint un effectif de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle, c'est-à-dire les salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage ou bénéficiant d'un dispositif CIFRE. Toutefois, les entreprises ayant cessé leur activité en cours d'année ne seront pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pour l'année de la cessation. Prenons un exemple concret. L'entreprise A a fermé ses portes le 1er octobre 2022. Elle ne sera donc pas redevable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage en 2023 au titre de l'année 2022. Alors, afin de déterminer le taux de cette contribution supplémentaire à l'apprentissage, l'URSSAF a mis à votre disposition depuis votre espace sécurisé sur le site www.fr une notification des effectifs. Cette notification, elle vous précise l'effectif moyen annuel CSA correspondant à l'effectif moyen annuel de votre entreprise, permettant le calcul du taux de contrat favorisant l'insertion professionnelle employée, l'effectif
FIP correspondant à l'effectif moyen des contrats favorisant l'insertion professionnelle. En fonction du taux de contrat favorisant l'insertion professionnelle et l'effectif moyen annuel CSA, vous obteniez le taux à appliquer pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Une information importante pour les entreprises ayant franchi pour la première année le seuil des 2000 salariés. Le taux applicable restera pendant 5 ans celui correspondant aux entreprises de 250 salariés à moins de 2000 salariés. Donc la contribution supplémentaire à l'apprentissage était à déclarer sur un seul établissement et devait porter le montant correspondant à l'ensemble de vos établissements. Concrètement, dans votre DSN, la contribution supplémentaire à l'apprentissage devait être déclarée via le bloc 23 correspondant aux cotisations agrégées sous le code type de personnel 998. Il convenait alors d'alimenter le montant total dû pour l'ensemble de vos établissements. Elle devait également être paramétrée dans le bloc 82 correspondant aux cotisations établissements. Cette fois, c'est la valeur 0,79 correspondant aux contributions supplémentaires à l'apprentissage. Une exonération de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est possible. Cependant, 2 conditions cumulatives devaient être remplies. Avoir un ratio d'alternants compris entre 3 et 5% et également avoir une progression de l'effectif d'alternants d'au moins 10% par rapport à l'année précédente. L'exonération devait être déclarée à travers la DSN, bien entendu, dans le bloc 82, toujours correspondant aux cotisations établissement. La valeur 80 correspondant à la contribution supplémentaire à l'apprentissage devait être alimentée, cette fois-ci, à 0. Alors, pour clore cette partie sur la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, n'oubliez pas de vous rendre sur le site netentreprise.fr afin d'accéder à toutes les fiches consignes relatives à ces contributions. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Pierre-Emmanuel qui va vous parler d'une nouveauté importante, les comptes rendus métiers normalisés. Une belle évolution pour la fiabilisation des données qui, je vous le rappelle, est l'histoire de tous. Merci beaucoup pour votre attention. Rebonjour à tous. Donc, merci beaucoup, Elodie, pour toutes ces précisions. Et donc, pour terminer, effectivement, je vous propose donc de parler de ces fameux comptes rendus métiers normalisés que vous connaissez peut-être déjà. Rappelons le contexte de la mise en œuvre de ces CRM normalisés qui s'inscrivent dans la loi de financement de sécurité sociale 2020 et qui prévoyaient la mise en place d'un système automatisé transmettant de manière structurée, normalisée, les retours aux déclarants sur les anomalies détectées, et ce, afin de favoriser, de faciliter une plus grande prise en compte des retours d'anomalies en DSN. Donc, qui dit normalisation dit nouvelle norme, donc la norme NeoRes, donc qui est entrée en vigueur depuis le mois de janvier 2023 et donc qui vise à normaliser les comptes rendus métiers afin d'apporter 2 types de choses. Des retours d'anomalies avec une structuration et des propos clairs accompagnés d'une aide à la correction, mais également la capacité d'industrialiser, d'automatiser la correction des anomalies DSN directement dans votre logiciel de paye, qui bien évidemment varie selon votre éditeur. Le but étant de permettre aux déclarants une correction facilitée des anomalies qui ont été identifiées. Alors, il existe 2 types de CRM normalisés. Le CRM 119, qui, avant exigibilité, qui lui est transmis plus tard, 4 heures après le dépôt de votre déclaration sociale nominative. Ce qui va vous permettre, dans certains cas, de transmettre, bien évidemment, après correction de l'anomalie dans votre logiciel de paye, de transmettre une DSN de type annulaire en place. Et puis,
Vous avez donc le compte-rendu métier normalisé 120, donc qui est après exigibilité, qui, quant à lui, est transmis au plus tard 5 jours après l'exigibilité de votre déclaration sociale nominative. Petite nouveauté également sur le compte-rendu métier 120 qui prend désormais en compte les blocs de régularisation et non pas uniquement la période courante. Ces CRM normalisés sont accessibles sous 3 canaux différents. Premièrement, via votre logiciel de paye à travers l'API DSN, selon votre éditeur et selon si effectivement vous faites de l'envoi en machine-to-machine. Deuxièmement, les CRM normalisés sont consultables directement sur votre tableau de bord DSN, régime général, via NetEntreprise. Mais également, les anomalies identifiées dans ces CRM normalisés sont consultables via le service suivi DSN, accessible via votre espace en ligne ursaf.fr. Je vous propose maintenant de découvrir un CRM, donc un compte-rendu métier normalisé via NetEntreprise. On retrouve donc premièrement, la nature de ce compte-rendu métier, comme vu précédemment, 119 ou 120. L'organisme émetteur de ce CRM normalisé, donc à savoir à l'écran l'URSSAF Caisse nationale. La période concernée, donc dans l'exemple, le mois de septembre 2022, mais également le statut de ce compte-rendu métier normalisé, soit OK ou KO, bien évidemment, en cas de présence d'anomalie. À travers ce CRM normalisé, remontent 3 types de contrôles. Premièrement, le contrôle sur l'équivalence entre les données agrégées, le fameux bloc 23, cotisation agrégée, et les données individuelles, donc à savoir les blocs 78, base assujettie, 81, cotisation individuelle, et le bloc 40, le bloc contrat. On parle donc de contrôle DI-DA. Mais il y a également des contrôles purement sur les données agrégées, dit DA, et donc des contrôles portant sur le bloc 23. Et puis également des contrôles sur les données individuelles, dites DI, qui tient compte des contrôles sur les blocs 78, 79 et 80. Prenons maintenant un exemple de compte-rendu métier normalisé comprenant une anomalie. Plusieurs informations sont transmises. On retrouve notamment, premièrement, le libellé de l'anomalie, à savoir aujourd'hui à l'écran, une anomalie DIDA, concernant une incohérence entre les données agrégées et les données individuelles des assiettes pour le complément maladie. Deuxièmement, vous retrouvez l'identifiant de l'anomalie qui peut vous servir pour tout échange avec votre URSSAF. Ensuite, on vous mentionne le descriptif du contrôle, la règle du contrôle qui est appliquée, à savoir qu'aujourd'hui, par exemple sur ce contrôle, on vérifie la cohérence entre les sommes des assiettes des codes types de personnel 635, 636 et des codes types de personnel avec de la maladie à taux plein. Donc là, quand on parle de code type de personnel, on parle de bloc 23, données agrégées. On vérifie la cohérence de ces assiettes avec la somme des assiettes déclarées auprès du bloc 80, cotisation individuelle, de type 907, le complément de cotisation maladie. Après vous avoir décrit l'anomalie, la règle de contrôle, on vous apporte les aides à la correction dans la rubrique action attendue. Et on vous apporte la manipulation, la correction à effectuer dans votre logiciel de paye. Ensuite, vous bénéficiez également de la documentation afin d'obtenir plus d'informations sur l'anomalie qui a été identifiée et pour lequel on vous renvoie vers des ressources documentaires. Et pour finir, on vous mentionne les conséquences en l'absence de correction qui peuvent être une conséquence financière dans le cas où il y a une anomalie portant sur vos données agrégées, par exemple, mais également une absence de droit pour vos salariés si, par exemple, celle-ci porte sur les données individuelles. Et donc, pour chaque contrôle, chaque anomalie qui ont été identifiées dans votre déclaration sociale nominative, le détail sera contextualisé et les données en DSN qui seront à l'origine de la TIPI sont rappelées dans le bloc données DSN qui indique clairement à l'écran une incohérence entre les données individuelles et les données agrégées. On constate bien qu'on a une assiette pour vos données agrégées, mais qu'on a une assiette à 0 pour les données individuelles. Ce qu'il faut bien retenir également, c'est que l'ensemble de ces anomalies qui sont remontées à travers ces CRM normalisés qui sont consultables via NetEntreprise remontent également dans le service suivi DSN qui est disponible via votre espace en ligne ursaf.fr. Alors, parlons maintenant du service suivi DSN, qui est tout simplement un nouveau service disponible via votre espace en ligne sur ursaf.fr et qui va vous permettre, premièrement, d'identifier les anomalies issues de vos déclarations sociales nominatives.
de disposer d'un accompagnement à la correction de l'anomalie, mais également de suivre l'état d'avancement de leur correction et notamment suite à la prise en compte des blocs de régularisation. Ce qu'il faut bien retenir de ces contrôles à impliquer depuis fin d'année 2022 et donc des CRM également normalisés mis en production en janvier 2023, c'est que ces contrôles visent à améliorer la prise en compte des comptes rendus métiers et des anomalies identifiées, de proposer une aide à la correction afin de fiabiliser à la fois les données agrégées déclarées en DSN, mais également fiabiliser et valider les données individuelles qui permettent d'assurer derrière les droits de vos salariés. Alors, concrètement, comment fonctionne le service suivi DSN? Une fois votre déclaration sociale nominative déposée au point de dépôt, les contrôles sont effectués et vous êtes destinataire d'un mail vous informant de la mise à jour de votre service suivi DSN. Ce mail est généré en cas de présence d'anomalie. Si aucune anomalie n'a été détectée, bien évidemment, aucune alerte courriel n'est générée. À l'issue de ce mail, vous êtes donc invité à vous connecter au site ursaf.fr, à cliquer sur le service suivi DSN afin d'accéder à votre tableau de bord. Et sur votre tableau de bord, vous visualiserez donc vos compteurs d'anomalies, d'écart et impact, l'évolution de vos anomalies, à savoir à traiter ou consulter, mais également 3 parcours d'anomalies, à savoir le parcours établissement, le parcours individu ou le parcours typologie d'anomalie. 3 parcours qui vont vous permettre de consulter l'ensemble des anomalies en fonction de la gestion, la taille de votre entreprise. Et bien évidemment, donc après avoir sélectionné un parcours et une anomalie, vous visualiserez, au même titre que pour les CRM normalisés, les éléments de compréhension, à savoir le libellé de l'anomalie et le contrôle appliqué, les conséquences de l'anomalie et les risques pour l'entreprise ou pour le salarié, des risques financiers pour l'entreprise, mais également des risques de droit pour le salarié, d'un outil d'aide sous forme d'arbre de décision, en répondant aux différentes questions qui a pour but de vous guider dans la correction à apporter dans votre logiciel de paye. Et bien évidemment, en cas de difficulté, d'incompréhension de l'anomalie, vous aurez la possibilité de contacter directement votre gestionnaire de compte. Après avoir consulté les anomalies, vous avez la possibilité d'ajouter la correction attendue dans une synthèse de correction. Donc après avoir consulté et ajouté l'ensemble des anomalies à votre synthèse de correction, celle-ci sera téléchargeable afin que vous puissiez tout simplement apporter les corrections dans votre logiciel de paye, donc les corrections en DSN. Le statut de vos anomalies passe alors de l'état à traiter à l'état consulté. J'attire votre attention sur le fait que le service suivi DSN ne permet pas de corriger directement les anomalies qui ont été identifiées. Toute correction doit être effectuée à travers le logiciel de paye et donc corrigée en DSN. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois les corrections effectuées en DSN, à travers des blocs de régularisation, le service suivi DSN sera alors mis à jour et les anomalies n'apparaîtront plus dans votre tableau de bord suivi DSN. Prenons un exemple. Une anomalie avait été détectée dans votre DSN courante du mois de février 2023. Lorsque vous déposez votre DSN courante du mois de mars 2023, comprenant la correction de l'anomalie à travers un bloc de régularisation rattaché à la période de février 2023, l'anomalie identifiée sera alors corrigée, donc l'anomalie identifiée sur le mois de février sera alors corrigée et n'apparaîtra plus dans le service suivi DSN. Et donc pour terminer, je vous propose de faire un focus sur les habilitations nécessaires qui vont vous permettre d'accéder au service suivi DSN. Sur votre espace en ligne ursaf.fr, vous avez 2 types d'abonnements. Vous avez soit un abonnement, ce qu'on appelle un abonnement de type direct, un abonnement propre à l'entreprise, et prenons un exemple, le gérant de la société. L'accès au service suivi DSN sera possible de 2 manières. Soit vous avez un abonnement de type direct avec le profil administrateur et vous avez au minimum l'habilitation déclaration de cotisation, ou alors vous bénéficiez d'un profil direct entreprise classique hors administrateur. Et donc là, il vous suffira de posséder l'habilitation tableau de bord suivi DSN qui, quant à elle, ne peut être attribuée que par l'administrateur de votre entreprise. Et puis, on retrouve l'abonnement tiers déclarant, par exemple un abonnement dédié au cabinet d'expertise comptable, et pour lequel l'accès au service suivi DSN sera alors possible si vous avez l'habilitation déclaration de cotisation pour les sirènes dont vous avez la gestion.
Ce qu'il faut bien retenir également, c'est que vos habilitations sont consultables depuis la rubrique Mon profil, gérer la liste des services via votre espace en ligne ursaf.fr. Voilà pour les CRM normalisés. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vous remercie. Merci Pierre-Emmanuel, merci à tous. Donc c'est ici que se termine notre présentation de ce jour. Donc merci d'avoir été si nombreux à nous suivre, de nous avoir posé donc ces différentes questions. On est désolé pour le petit décalage au démarrage qui nous a pris un petit peu quelques minutes, mais je pense que au niveau du timing, après, on a bien suivi le rythme. Donc, aujourd'hui, donc, vous avez posé un certain nombre de questions. On aura aussi l'historique de vos questions pour vous apporter, le cas échéant, des réponses ultérieurement. Donc, je vous rappelle aussi le diaporama qui était chargeable dans les 3 petits points APPS. Le replay aussi qui vous sera transmis quelques minutes après la fin de notre webinaire. Donc, il me reste à vous remercier pour votre attention aujourd'hui. Un grand merci aussi aux intervenants, aux personnes qui ont pu répondre en back-office aussi, ne les oublions pas. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour d'autres éditions de webinaires dans l'année 2023. Vous serez bien sûr destinataire des futures invitations. Donc, merci à tous et à bientôt.